Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion avec un nouveau résumé de livre Start with Why de Simon Sinek. Un livre extrêmement important si tu es un entrepreneur et que tu veux avoir du succès. Il faut comprendre le pourquoi derrière on fait les choses. Il faut le communiquer de façon claire avec nos abonnés, avec nos futurs clients pour être certain d'avoir de la loyauté dans nos clients et de vendre nos produits sans effort. Donc, si tu as déjà écouté d'autres résumés ou même le TED Talk de Simon Sinek, eh bien, ce résumé-là va être différent. Je ne le fais pas chapitre par chapitre, je vais vraiment avec ce qui m'a marqué le plus et ce que j'ai trouvé le plus important. Donc, j'espère que ce sera un des meilleurs résumés que tu auras vu sur ce livre. Donc, on va commencer en faisant la comparaison entre ce que c'est d'être un leader versus d'être quelqu'un qui inspire. Un leader ou des leaders, c'est des gens qui sont en position de pouvoir ou d'autorité. Ils reçoivent le financement, les ressources, mais ils inspirent rarement. On n'a qu'à penser qu'aux politiciens, c'est eux qui reçoivent nos taxes et nos impôts, qui ont toutes les ressources, mais ils nous inspirent rarement. Et quand il y a des campagnes politiques, tout ce qui est important, c'est d'obtenir les votes. Ils vont avoir des plans en 12 ou en 15 points sur ce qu'ils voudraient améliorer et une fois qu'ils sont au pouvoir, bien, ils ne font rarement ce qui a été dit. Donc, ils nous inspirent peu. Ils font des campagnes de peur pour salir les autres au lieu de se concentrer sur le pourquoi ils sont dans leur campagne électorale, de pourquoi, comment est-ce qu'ils peuvent inspirer les gens. Et donc, ceux qui inspirent, c'est le pourquoi, la raison profonde qui est au cœur de leur message. Et les gens qui partagent les croyances de ceux qui inspirent, ils vont graviter autour d'eux naturellement. Parce que si le message qui est véhiculé, c'est quelque chose que toi aussi tu crois au plus profond de ton être, tu n'as pas besoin d'être convaincu, tu es déjà convaincu, donc tu vas graviter autour de cette personne-là. Donc si les politiciens essayaient d'inspirer davantage avec de meilleures idées au lieu d'essayer de salir leurs compétiteurs, eh bien peut-être qu'il y aurait plus de gens qui se rallieraient à leur cause et que ça se ferait beaucoup plus naturellement. Et évidemment, ça s'applique à beaucoup plus que la politique. Ça, c'est un exemple qui est facile à comprendre. Donc, on va aller voir d'autres exemples dans le monde réel de gens qui ont fait des innovations ou qui ont été en business comme les frères Wright. Tu as sûrement déjà entendu parler de leur nom dans le domaine de l'aviation. C'est les premiers qui ont réussi à faire voler un avion et éventuellement à nous amener à avoir les technologies qui nous permettent de voyager et de voler. Eh bien, tu n'as peut-être jamais entendu le nom Samuel Pierpont Langley. Ça, c'est un homme qui était extrêmement décoré, qui avait de super bons contacts. Là, on parle dans les années 1900. Donc, il a reçu 50 000 $ de subventions pour pouvoir essayer de créer des avions et de voler. Ça, c'était énormément d'argent dans les années 1900-1901. Il était connecté à des gens influents comme Andrew Carnegie, Alexander Graham Bell et tout ça. Donc, il avait tout pour lui et pourtant, ce sont les frères Wright qui ont réussi en premier, des gens qui n'avaient aucun contact, aucune étude, aucun financement, mais ils avaient une belle communauté ralliée autour de leur projet. Ils avaient un why, un pourquoi qui était clair. Alors que M. Langley, lui, était plus sur le quoi et le comment. Qui est-ce qui était impliqué dans le projet? Comment est-ce qu'on va dépenser l'argent pour arriver à notre but? Eux autres, ils se sont concentrés sur le why, sur le pourquoi ils voulaient le faire, à ce que ça signifiait pour l'humanité d'être capable de voler avec un avion. Un autre exemple, c'est Martin Luther King Jr. avec son fameux speech « I have a dream ». Eh bien, c'était pas l'homme le plus influent, loin de là. C'était pas le meilleur orateur, mais il était bon pour influencer les gens. Il a réussi à ce que 250 000 personnes se déplacent pour entendre son speech en 1963. Il n'y avait aucune campagne de financement ou de marketing fait alentour de ça. Il n'y avait même pas un site web où on pouvait aller voir la date et l'heure. C'est tout simplement parce que son idée, son message, son pourquoi était ce que beaucoup de gens ressentaient, ce que beaucoup de gens croyaient et ça s'est répandu tout simplement
naturellement et tous ces gens-là sont venus pour entendre son speech. Donc, ça revient à ce que je disais, les leaders sont en position de pouvoir, ils reçoivent le financement, les ressources, mais ils inspirent rarement comme M. Langley. Il avait tout le financement, les connexions, les ressources pour pouvoir le faire, mais il n'avait pas nécessairement le why derrière ça. Et évidemment que Martin Luther King Jr. faisait partie des gens opprimés et donc il n'avait pas aucune de ces ressources et de cette influence, tout ça. Il avait juste la capacité et le talent et la passion d'influencer les autres. Et c'est pourquoi les leaders décident de manipuler pour en arriver au résultat souhaité. C'est le résultat à tout prix. Si on revient aux politiciens, eh bien c'est le vote et de gagner les élections à tout prix. C'est le résultat et on va utiliser peu importe quelle tactique ou manipulation pour pouvoir le faire. Même chose si tu es en business, il faut vendre pour faire le plus d'argent possible, faire des profits records pour nos investisseurs. Et donc, on va utiliser toutes sortes de tactiques pour vendre de plus en plus. Ceux qui inspirent, ils commencent avec la mission en tête et ils laissent les choses naturellement tomber en place. C'est les valeurs et les croyances qui viennent en premier. Ils ne vont pas se faire avoir par un gros signe de dollar ou un gros signe d'euro. Ils vont rester fidèles à eux-mêmes et à leur mission et fidèles aux gens qui croient à leur mission et naturellement, il y a des gens qui vont se rallier à cette cause-là. Parce que la réalité, c'est que de nos jours, il n'y a plus un seul produit sur le marché qui ne peut pas être trouvé chez un compétiteur à un prix similaire, un niveau de service similaire ou une qualité similaire. Par exemple, dans mon premier business, j'enseigne la guitare. Il y en a des milliers qui enseignent la guitare sur le web, qui vendent des formations en ligne ou des memberships ou qui donnent des cours de guitare par Skype ou par Zoom et qui le font dans les mêmes fourchettes de prix que je les offre, avec le même genre de qualité que moi. Et donc, ce n'est pas par ce que j'offre, le quoi ou même le comment je le fais qui fait que ça se démarque. C'est le pourquoi je le fais qui va faire que ça se démarque. Même chose en business en ligne. J'enseigne le business en ligne sur cette chaîne. Il y en a des centaines qui le font aussi. L'important, c'est le pourquoi, c'est la mission derrière pourquoi je le fais qui va se démarquer des autres. Moi, je ne le fais pas pour gagner de l'argent ou pour mon propre bénéfice. Je le fais parce que je crois que l'entrepreneuriat et le business en ligne devraient appartenir aux gens qui sont passionnés, pas ceux qui veulent faire de l'argent rapidement ou facilement, mais les gens qui ont une passion dans la vie, qui voudraient gagner leur vie en le faisant, tout comme moi je l'ai fait avec ma passion pour la guitare. Je veux leur montrer que c'est possible et je veux que ces gens-là inspirent d'autres gens à le faire par après. Donc, je veux inspirer des gens à en inspirer d'autres. Au lieu des gourous qui veulent tout simplement faire le plus d'argent possible, qui veulent arnaquer les autres, qui veulent vendre du rêve. Et donc, c'est ma mission derrière ça. Et en ce moment, ça fait plus de 3 ans que je le fais et je n'ai même pas encore vendu aucun produit. Je n'ai pas fait de formation et rien. Donc, c'est la preuve que je ne le fais pas pour l'argent parce que j'ai une mission derrière ça. Peut-être que plus tard, j'essaierai de faire de l'argent, mais ça sera toujours dans l'optique de le faire pour inspirer les autres à pouvoir vivre de leur passion. Et probablement que si j'en fais une formation, elle sera dans les mêmes genres de prix, va enseigner le même genre de choses que les autres, mais c'est le pourquoi je le fais qui va se démarquer derrière ça. Et si jamais tu es le premier à faire quelque chose, ce n'est qu'une question de quelques mois avant que tu ne sois plus le seul, quelqu'un qui va copier ton idée ou qui va refaire un peu dans la même niche que toi. Et si tu es seul aussi, c'est peut-être pas très bon signe. Ça veut peut-être dire qu'il n'y a pas énormément de marché pour ce que tu offres. S'il y a beaucoup de gens qui le font, c'est parce qu'il y a un marché, c'est une bonne chose. Enseigner la guitare ou un instrument de musique, il y en a plein qui vont le faire en ligne parce qu'il y a un marché. Enseigner le business en ligne, enseigner le yoga, les relations interpersonnelles, les finances personnelles, il y a un marché pour ça. C'est pas pour rien qu'il y a tellement de gens qui le font. Donc, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose d'être le seul. Donc, le fait que tes compétiteurs offrent dans les mêmes prix, les mêmes services, qualité similaires, eh bien, ça ne se démarque pas. Et pourtant, la majorité des propriétaires de business disent que leurs clients les choisissent pour les bons prix,
pour l'innovation, pour l'excellent service. Souvent, ils vont avoir un slogan qui vont dire l'innovation à tout prix, le service client hors pair et tout ça. Ils ne savent donc même pas pourquoi leurs clients sont leurs clients. Ils ne connaissent pas leur why. Leurs clients ne sont pas clients parce que tu offres des bons prix ou un excellent service, parce qu'il y en a plein d'autres qui offrent des bons prix et un excellent service. Donc, ça n'explique pas pourquoi ils t'ont choisi toi. Donc, si tu ne connais même pas ton why, comment est-ce que tu peux le prendre comme avantage pour aller chercher encore plus de clientèle ou de mieux servir la clientèle que tu as déjà? Et ces business doivent donc utiliser des tactiques de manipulation pour vendre. Donc, Sénèque dit ils doivent utiliser des promotions, des baisses de prix, créer de la fausse rareté. Il n'y a pas de raison de dire il n'y a que 20 places disponibles pour ma formation en ligne. On sait tous que c'est digital, qu'il n'y a pas réellement de limite de place pour un produit digital. Et donc, ce n'est pas vrai. Ou de mettre de la pression pour vendre et tout ça. Et ça, le problème, c'est que ce sont des techniques qui fonctionnent, mais ça va créer des transactions et non pas de la loyauté. Donc, tu vas obtenir de l'argent, mais ce ne sont pas nécessairement des gens qui vont devenir des clients répétés, qui vont te recommander à d'autres, qui vont t'adopter comme style de vie, qui vont croire en ta mission, qui ne vont jamais décoller parce que ce sont des choses auxquelles ils croient eux aussi. Ça nous amène au point le plus important du livre et de ce que Simon Sinek enseigne, c'est le Golden Circle, le cercle doré. Selon Sinek, il faut commencer par le why, le pourquoi au milieu, ensuite le comment, le how, et à la fin le what, le quoi. Et selon lui, il y a tellement de compagnies qui démarrent par le quoi et qui ne se rendent jamais au pourquoi à la fin. Ils se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à vendre ou pourquoi ils ne restent pas en business après autant d'années. Donc, tu peux dire, nous vendons d'excellents ordinateurs. Donc, ça, c'est le quoi. Comment on le fait? Eh bien, on utilise tout le temps les dernières technologies les plus avancées pour faire les meilleurs produits. Donc, voulez-vous acheter nos ordinateurs? Tu ne m'as pas convaincu de quoi que ce soit. Je sais que tes ordinateurs, que tu vends des ordinateurs, tu dis qu'ils sont bons, donc oui, peut-être je vais te croire, mais je n'ai pas de réelle raison de t'adopter plutôt qu'un autre. Il y en a plein qui vendent des ordinateurs. Évidemment, tout le monde essaie d'avoir les plus récentes technologies, donc il n'y a rien qui fait que tu te démarques nécessairement. Pour illustrer le contraire, il utilise l'exemple de la compagnie Apple qui commence par le why. Donc, il va citer Apple beaucoup de fois dans le livre. Je pense qu'il les a cités 5 ou 6 ou 7 ou 8 fois. Là. Il adore Steve Jobs et l'exemple d'Apple. Et donc, Apple, eux, ils vendent des ordinateurs comme plusieurs autres compagnies. Leurs ordinateurs ne sont pas empiriquement meilleurs que les autres. Je ne sais pas si ça peut vraiment être démontré, mais le pourquoi est au centre de tout et c'est pourquoi ils ont été une des compagnies les plus influentes et qu'ils le sont encore. Donc, eux, chez Apple, leur pourquoi, c'est de défier le statu quo. Leur slogan, c'est « Think different », pense différemment, ne fais pas comme les autres. Et donc, en pensant différemment, on le fait en faisant des produits qui sont simples d'utilisation avec une interface bien intuitive et ça adonne qu'ils vendent des ordinateurs et des téléphones intelligents et des tablettes et beaucoup d'autres produits. Donc, veux-tu les acheter? Est-ce que tu crois en notre mission d'innover, de think different, de challenger le statu quo? Et c'est pourquoi il y a des gens qui adoptent Apple, qui vont aller faire la file pendant 15 heures devant un Apple Store pour avoir le dernier iPhone parce qu'ils adoptent ce pourquoi, ce think different, de challenger le statu quo. C'est des choses auxquelles ils croient. Ce sont des gens qui veulent être des premiers utilisateurs de quelque chose, qui veulent adopter de nouvelles technologies. Ils croient à ça et ils vont aller faire la file pour ça. Ils vont acheter du Apple même si c'est plus cher qu'une autre compagnie parce qu'ils ont vraiment adopté cette façon de faire, cette vision des choses, ce côté visionnaire, ce côté de penser différemment. Donc, Sénèque répète souvent dans le livre et aussi dans son TED Talk, les gens n'achètent pas ce que tu fais, ils achètent pourquoi tu le fais. People don't buy what you do, they buy why you do it. Ils n'achètent pas ce que tu fais, ils achètent pourquoi tu le fais. Il y en a
tellement des gens qui vendent des ordinateurs. Pourquoi est-ce qu'on choisit Apple? C'est à cause de leur why, c'est à cause de leur mission derrière ça. Il y a tellement de gens qui vendent des formations en ligne sur tel ou tel sujet dans telle ou telle niche. Tu vas en choisir une en particulier en raison de sa mission, en raison de la personnalité de la personne, de qu'est-ce qu'elle projette, du pourquoi elle fait les choses et comment est-ce qu'elle le communique et comment est-ce qu'elle le projette. Il ne faut pas oublier aussi que les gens cherchent l'évidence pour s'associer à ce qu'ils croient déjà. C'est la raison pourquoi le why est si important, parce que ça va être complètement sans effort de vendre ton produit ou ton coaching ou tes formations en ligne si tu as un pourquoi qui est bien communiqué et que les gens le croient déjà, bien ils vont graviter naturellement vers toi et tu n'auras même pas besoin de les convaincre, ils sont déjà convaincus. Et on fait tout ça même si on ne s'en rend pas compte ou on ne le réalise pas. Un bon exemple, c'est que moi sur ma chaîne, je fais la promotion de la plateforme Kajabi, qui est une plateforme tout en un pour faire ton business en ligne, pour faire ton marketing d'affiliation, ta liste mail, tes pages de capture, tes tunnels de vente et tout ça, tes formations bien évidemment. Et donc des fois, je fais des vidéos pour comparer différentes plateformes, Kajabi versus Teachable, Kajabi versus Podia, Kajabi versus System.io. Et je suis prêt à parier que les gens qui cliquent sur ces vidéos-là ont déjà leur idée en tête de quelle plateforme ils préfèrent entre les deux. Ils ne se disent pas « Ah, je vais en apprendre sur les deux plateformes, mais je vais choisir l'une ou l'autre. » Non, ils ont une idée, ils ne cherchent qu'à concrétiser et d'être certains que cette idée-là est la bonne. Donc, si je leur dis que Kajabi, c'est pas bon, bien, ils vont tout simplement cliquer X sur la vidéo parce qu'ils voulaient qu'on leur dise que Kajabi, c'est bon. Ils vont aller chercher une autre source qui va confirmer ce qu'ils pensaient. Et si je leur dis que Kajabi, c'est meilleur que l'autre, et là, ils vont dire « Ah, ben c'est ce que je pensais moi aussi. Ça confirme que j'ai pris la bonne décision et donc je vais y aller avec Kajabi. » Donc, on fait ça avec tellement de choses. On a des billets vers des marques de voitures et on va tout simplement aller chercher l'évidence que ce qu'on pense, c'est la bonne chose. C'est pourquoi de partager clairement son why, de pourquoi on fait les choses, ça rend les choses tellement plus faciles dans notre business ou en tant qu'entrepreneur parce qu'on attire le bon type de personnes qui vont être le bon type de clients et ça va se faire sans effort. Mais Simon Sinek dit « Il ne faut pas toujours écouter ses clients. » Tu vas voir, ça c'est intéressant, c'est un bout du livre auquel je ne m'attendais pas. Nos clients vont souvent nous communiquer ce qu'ils veulent, donc le quoi, ou une meilleure façon de présenter nos produits, donc le comment, mais rarement ce en quoi ils croient, donc le pourquoi. Ils vont nous dire « Ah, j'aurais plutôt préféré ceci ou cela dans la formation » ou peut-être que ta formation aurait pu avoir un design différent ou peut-être tu aurais pu faire du coaching au lieu de la formation, j'ai besoin de plus d'aide, etc. Ils vont parler du quoi et du comment. Comment le faire, qu'est-ce qu'on aurait dû aborder, pas aborder. Même chose pour un produit. Ah, tu aurais pu améliorer ton produit physique de telle et telle façon, tu aurais pu le vendre ailleurs au lieu. Mais rarement, ils vont te conseiller sur le pourquoi. Et quand on veut offrir un meilleur produit, il faut se pencher sur le pourquoi. Quand on veut innover, il faut se pencher sur le pourquoi aussi, parce que les gens ne savent pas ce dont ils ont réellement besoin la plupart du temps. La meilleure façon d'illustrer ce principe-là, c'est une citation de Henry Ford dans les voitures Ford. C'est un pilier justement pour développer l'industrie automobile en Amérique. Donc, il dit « Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils veulent, ils m'auraient probablement dit un cheval plus rapide. » Donc, dans le temps, la seule façon de se déplacer, c'était d'avoir des chevaux et une calèche. Et là, si on leur dit « Hey, comment est-ce que vous aimeriez vous déplacer plus rapidement? » Alors oui, tout le monde, oui, aurait dit oui. Eh bien, qu'est-ce que vous pensez que vous auriez besoin en trait à vous déplacer plus rapidement? Dira, ben peut-être une calèche avec des meilleures roues, justement des chevaux plus rapides, plus de chevaux sur ma calèche. Et donc, on n'en serait pas venu à l'innovation de l'industrie automobile parce que les gens ne savaient pas ce qui était possible. Ils n'avaient pas l'innovation en tête comme Henry Ford l'avait. Donc, quand on veut consulter nos clients, il faut essayer de les consulter par rapport au pourquoi. Et un exemple qu'il y avait dans le livre, ça peut paraître très idiot, mais c'est les détergents à lessive. Donc, il y a plein de compagnies pendant des années qui faisaient des publicités en montrant « Ah, regardez, notre détergent à lessive laisse moins de taches qu'un autre compétiteur, c'est plus blanc. » Donc, quand ils faisaient des sondages pour savoir qu'est-ce que nos clients veulent, eh bien là, ils leur demandaient quoi
Que voulez-vous? Et bon, les gens, quand on leur demande ça, ils disent bah, je veux des blancs plus blancs, je veux que ma lessive soit plus propre que les autres marques. On leur demandait, eh bien, quelle sorte de méthode est-ce que vous aimeriez? Bon, ben, on peut mettre des additifs, des rehausseurs de couleurs, certaines protéines. Donc là, ils vont dire, hey, notre détergent est meilleur qu'un autre à cause de telle protéine qui est une nouvelle innovation, et etc. Mais en réalité, ce n'est pas ça que les gens voulaient vraiment. Quand on a découvert le pourquoi choisir un détergent, c'est pour se sentir plus propre. Hein? On s'est rendu compte que l'action que les gens prenaient quand ils sortaient les vêtements de la lessive ou de la machine à laver, ils n'étaient pas en train de mettre ça à la lumière et regarder est-ce que c'est plus blanc que blanc, est-ce que les couleurs ressortent bien, est-ce que ma tache est bien disparue au maximum. Non, ils mettaient les vêtements à leur nez et ils sentaient. Donc, qu'est-ce qui était important? Ce n'était pas nécessairement la couleur des vêtements ou tout ça, c'était de se sentir propre. Se sentir propre pour pouvoir avoir une meilleure apparence, une meilleure vision de soi, se sentir bien envers les autres pour pouvoir faire notre journée, avoir de la confiance en soi et tout ça. Donc, quand ils ont compris ça, eh bien, toutes les publicités ont commencé à sentir, dire que c'est plus propre, qu'il y a une bonne odeur, que tu vas te sentir mieux que les autres et tout ça. Donc, on a compris enfin dans l'industrie que le pourquoi est plus important que le quoi et le comment et qu'il faut bien le communiquer dans notre marketing, dans nos publicités et ces choses-là. Quand on a trouvé le pourquoi et qu'on l'inclut au cœur de notre marketing, il n'y a plus rien de rationnel pour nos clients. Cela devient une croyance partagée par notre audience et c'est pourquoi des gens peuvent payer 2 fois le prix pour une marque, faire la file pendant 15 heures pour un nouveau iPhone, comme je te l'ai dit, parce que ce n'est plus rationnel. Si on revient au Golden Circle ici, eh bien, quand on se fie aux détails, quand on se fie au quoi quand on prend une décision, eh bien, on pense avoir pris la bonne décision. On va comparer, OK, j'ai l'option A et j'ai l'option B. L'option A est un petit peu moins chère, l'option B est un peu plus chère, mais l'option B me donne un peu plus de flexibilité et plus de marge de manœuvre et tout ça. Donc, je pense que je vais y aller avec B. Je pense avoir pris la bonne décision. Mais quand on se fie à notre instinct, au pourquoi on sait qu'on a pris la bonne décision, et ce, même si les faits se contredisent, même si le produit n'est pas prouvé d'être meilleur qu'un autre, on sait qu'on a pris la bonne décision parce que ça va avec nos valeurs, ça va avec ce que l'on croit, donc ça ne pourra jamais être une mauvaise décision pour nous. Maintenant, faisons un petit jeu pour illustrer ces concepts-là. J'ai bien aimé cet exemple-là dans le livre, donc je te le mets ici. Je te présente Brad. Brad essaie de trouver l'amour et je vais te demander, je vais te dire ce qu'il a dit pendant son premier rendez-vous et ça sera à toi de me dire est-ce qu'il obtiendra un deuxième rendez-vous avec cette belle dame. Donc, durant le premier rendez-vous, il dit à la dame « Je fais beaucoup d'argent, j'ai une grande maison et des voitures de luxe. J'ai plein de gens connus dans mes contacts et je passe à la télé. J'ai énormément de succès. » Donc, est-ce que Brad va obtenir un deuxième rendez-vous? À part si la dame est hyper superficielle, et même là, je ne pense pas que ce sera le grand amour qui va durer pour toute la vie, je crois que Brad n'obtiendra pas de deuxième rendez-vous parce qu'en réalité, il ne fait que cela péter, même si ce sont tous de bons accomplissements et des choses qui pourraient rendre notre vie plus confortable si on se mettait en couple avec Brad. Eh bien, il a commencé par le quoi. Hein? Je fais beaucoup d'argent, j'ai une maison, des voitures de luxe, j'ai beaucoup de contacts. Il ne parle que de lui-même et du quoi, de ce qu'il a accompli. Et maintenant, voici la version numéro 2 de Brad. Il dit « Tu sais ce que j'aime à propos de ma vie? Je me lève chaque matin heureux à faire ce que j'aime. J'inspire les gens à devenir de meilleures personnes et j'adore trouver toutes les façons dont je pourrais aider ces gens-là. Ceci m'a permis de faire beaucoup d'argent et d'avoir du succès. J'ai même acheté une belle maison et des voitures de luxe. Je suis quelqu'un de comblé. » Donc, au final, il a dit un peu les mêmes choses que il a beaucoup de succès, il fait beaucoup d'argent, il a acheté une maison et des voitures de luxe, mais il a commencé avec le
pourquoi. Je fais ce que j'aime, j'inspire les gens à devenir de meilleures personnes, j'aime trouver des façons de le faire, je me sens comblé à partir de ça. Et ça m'a permis d'avoir une belle vie, d'avoir toutes ces belles choses que j'ai pu avoir. Donc, il n'a pas commencé par le quoi, mais par le pourquoi. Donc, moi, je crois que Brad va pouvoir avoir son deuxième rendez-vous, j'en suis persuadé. Et pourtant, les business font la même chose que Brad version numéro 1. Ils vont dire « Nous faisons affaire avec les meilleurs clients, nos produits sont de renommée mondiale, je suis certain que vous avez déjà vu nos publicités, nous avons plus de 10 000 clients à travers le monde, bla 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 bla, c'est moi. Nous avons les meilleurs produits. Je veux te convaincre que nous sommes les meilleurs. » Mais en fait, ça, ce n'est que te la péter. Je n'ai pas de réelle raison de faire business avec toi parce qu'il y en a d'autres compagnies qui font affaire avec les meilleurs clients, qui ont beaucoup de clients, qui sont de renommée, tout ça. Vous n'êtes pas les seuls. Alors, il ne faut pas tomber dans ce panneau-là. Il faut communiquer notre pourquoi, d'avoir une mission derrière ce qu'on fait pour que les gens aillent derrière ça. Et si tu es dans le domaine du business en ligne, tu veux faire des formations et tout ça, il ne faut pas tomber dans ce panneau-là justement de dire « J'ai une formation, il y a 46 vidéos, elle est plus de 9 heures, les vidéos sont en HD, j'ai une méthode qui a bénéficié tant de clients et tout ça. » C'est des choses qu'on peut dire, mais ça ne doit pas être au cœur du message de notre marketing. Pourquoi est-ce que ta formation est importante? Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Comment est-ce que ma vie va changer si j'applique tes méthodes? Comment est-ce que ça a changé ta vie à toi et pourquoi est-ce que tu veux changer la vie des autres aussi en partageant cette méthode-là? Ce sont toutes des choses que tu dois communiquer pour convaincre les gens d'acheter ta formation parce que ce n'est pas le nombre d'heures ou le fait que ça soit en HD ou le nombre de vidéos qu'il y a qui va vraiment convaincre les gens d'acheter ta formation. Et comme on l'a dit plus tôt, c'est en partageant notre pourquoi qu'on peut créer de la loyauté chez nos clients et non seulement juste une transaction. Et la manière d'obtenir la loyauté, c'est d'obtenir la confiance de nos clients. Donc, on va refaire le parallèle entre Apple et une autre compagnie qui vend des ordinateurs comme Dell. Donc, Apple commence avec le pourquoi, think different, pense différemment, on veut challenger le statu quo, on veut faire de l'innovation et tout ça. Et donc, si tu es quelqu'un qui est un premier utilisateur, tu aimes les nouvelles technologies, eh bien, peu importe ce qu'Apple fait, tu vas pouvoir y adhérer. Et comme de fait, avec le temps, ils ont fait des ordinateurs et ils s'appelaient Apple Computers avant Apple Computers, ils ont changé leur nom à Apple seulement pour pouvoir faire plus de sortes de produits. Donc maintenant, ils font des ordinateurs, des téléphones intelligents, des tablettes, des services de streaming et tout ça. Et quand on compare avec Dell, qui eux, ils n'ont pas vraiment de why, ils n'ont que le quoi. Ils font d'excellents ordinateurs. C'est le quoi. On fait des ordinateurs. Et donc, quand ils ont essayé d'aller dans d'autres branches de produits, comme de faire des télévisions, on fait déjà des écrans d'ordinateur, pourquoi on ne serait pas qualifié pour faire des écrans de télévision? On est super qualifié pour le faire, mais il n'y a personne qui n'a acheté des télévisions Dell parce que vu qu'ils n'ont pas de pourquoi et qu'ils n'ont que le quoi, eh bien, on les a associés à ordinateurs. Dell fait des ordinateurs, ils ne font pas autre chose. Je ne leur ferai pas confiance dans d'autres domaines. Et pourquoi alors on fait confiance à Apple dans plein d'autres sortes de domaines? C'est parce qu'ils ont bien communiqué leur pourquoi. Ça nous mène à un autre point principal dans le livre de Simon Sinek, c'est la loi de la diffusion de l'innovation. Il le montre aussi dans son fameux TED Talk, qui a été un des TED Talks les plus vus au monde. Il faut atteindre ce qu'on appelle le tipping point. Donc, on a une espèce de courbe comme ça quand on lance un produit. On a les innovateurs, qui est seulement 2,5% des personnes. C'est ceux qui vont créer l'innovation et les nouveaux produits. On a les premiers utilisateurs à 13,5%. Donc, c'est ceux qui vont faire la file devant le Apple Store pour le nouveau iPhone. On a le 34% de la majorité des gens qui sont les premiers. On a ensuite l'autre 34%, la majorité qui sont les derniers. Et ensuite, on a le 16% de traînards qui sont en retard sur tout le monde, qui ont encore de vieilles technologies, qui n'ont pas envie d'en adopter de nouvelles, qui sont en retard sur tout le monde et qui n'ont pas d'allégeance. S'ils ont une meilleure offre ailleurs, ils vont aller à gauche et à droite. Donc, il ne faut pas se concentrer sur ce 16% de gens ici parce qu'ils ne seront jamais justement loyaux
envers ta compagnie, envers tes produits, envers toi en tant que personne, si c'est toi le produit. Donc, en général, d'atteindre le premier 10%, c'est ce qu'on est capable de faire quand on lance un nouveau produit, une nouvelle formation, un nouveau quelque chose. 10% de nos plus grands fans vont nous faire confiance et y arriver, mais il faut atteindre le tipping point qui est plutôt vers le 16%, entre 16 et 20% pour que là-haut, on donne un élan et là, finalement, la majorité vient d'adopter notre produit. Donc, pour atteindre l'écart entre le 10% et le 16 ou 20%, c'est vraiment là où c'est important de communiquer notre pourquoi on le fait. Parce que si on n'a pas un why et qu'on ne fait que vendre un quoi, un produit, hein, j'ai un nouveau produit, c'est ça, achetez-le, eh bien, ce n'est pas assez pour convaincre le 20% de gens qu'il faut pour que la majorité l'adopte ensuite. Donc, c'est vraiment l'importance du pourquoi se situe ici. Ensuite, il faut savoir pourquoi, mais il faut savoir comment le faire aussi. Hein, on a deux types de personnes. Il y a des types qui sont plutôt pourquoi. C'est des visionnaires avec une grande imagination, des optimistes qui peuvent entrevoir un futur différent comme Henry Ford. Il disait, hein, les gens veulent juste des chevaux plus rapides, mais moi, j'ai une vision qu'on peut faire quelque chose de nouveau qui va être plus rapide. Et il y a des types comment? Donc, c'est des gens qui sont plus pratiques et réalistes. Ils se basent sur la réalité et les ressources présentes pour pouvoir concrétiser des idées. Et on a besoin que les deux s'associent ensemble pour que les idées ne restent pas dans le monde de l'imagination. Donc, si toi, tu es du type pourquoi, tu as beaucoup d'idées, tu entrevois le futur, tu sais comment, et ça, c'est très peu de personnes, comme on l'a vu avant, c'est 2,5%, vraiment les innovateurs. Eh bien, il faut que tu t'associes à quelqu'un qui est du type comment, qui est plus dans la réalité et que vous associez ensemble. Donc, il donne beaucoup l'exemple de justement Steve Jobs, qui est plutôt du type pourquoi, qui s'est associé à Wozniak, qui est plutôt du type comment, et l'association entre les deux ont créé ce que Apple est maintenant. J'ai beaucoup aimé aussi un chapitre où il a parlé des symboles. Il y a plusieurs compagnies qui utilisent des symboles pour rendre le pourquoi, qui est intangible, tangible. Ce n'est plus une question de design ou même de marketing. Il y en a plein qui vont mettre beaucoup d'argent à créer un beau logo, mais ce n'est pas la beauté du logo qui compte. Hein? Le logo d'Apple, il est tout simple, il n'y a qu'une couleur, c'est une pomme croquée. C'est le symbole que représente le logo. Le logo représente un ensemble de valeurs et un style de vie. Et peu de compagnies réussissent à transformer leur logo en symbole sans le why, sans le pourquoi. C'est impossible de transformer ton logo en symbole. Donc, puisqu'on parlait tout le temps de Apple, j'ai voulu prendre un exemple différent. J'ai pris Harley Davidson. Donc, quand on voit le logo, évidemment, on pense aux motos, mais on pense à plus que ça. On pense aux motards et ce que ça signifie d'être un motard, l'habillement, le style de vie qu'ils ont, à quoi ils ressemblent. Harley Davidson, c'est plus que des motos, c'est un style de vie que les gens adoptent. C'est pourquoi ils vont s'habiller avec ce logo-là. Ils vont l'incorporer dans leur propre vie. Il y a très peu de compagnies qui réussissent de faire leur logo un symbole aussi fort que Apple ou Harley Davidson, par exemple. Un autre truc que j'ai adoré dans le livre, c'est le test du céleri. Hein? Parce qu'en recherche de succès dans nos entreprises, dans notre business en ligne, on écoute souvent les conseils d'autres personnes qui sont dans notre industrie et même peut-être des personnes qui ont eu énormément de succès. Ils vont nous donner des conseils. Hein? Donc, si tu es en business en ligne, ils vont dire « Ah, il faut que tu fasses un webinaire de telle façon. Ah, il faut que tu fasses un tunnel de vente qui est court. Ah non, il faut que tu fasses un tunnel de vente qui est plus long parce que ça prend du temps, que les gens te fassent confiance. Ah non, il faut que tu fasses une offre Tripwire à 7 € pour transformer les gens en clients rapidement parce que c'est plus facile de les convertir. Non, il faut que tu fasses de l'organique, il faut que tu fasses des publicités Facebook, etc. On reçoit des conseils à gauche et à droite de personnes qui ont fait beaucoup d'argent, qui ont eu beaucoup de succès, mais ces conseils ne sont peut-être pas bien adaptés à toi, surtout s'ils ne sont pas en alignement avec ton why. Donc, le test du céleri, c'est tout simplement de faire une métaphore avec de la nourriture. Tu t'en vas consulter d'autres personnes qui sont dans ton domaine. Il va dire « Hey,
Le premier dit, le secret, ce sont les M&M. Avec ça, on a augmenté nos profits de 200%. Il faut vraiment que tu essaies. L'autre va dire, le lait d'amande. C'est la clé dans l'économie d'aujourd'hui. Il faut absolument que tu vendes du lait d'amande. L'autre va dire, les Oreos. Je te dis, essaie ça, tu me remercieras plus tard. Le quatrième te dit, les céleris, c'est le secret. Tu dois vraiment essayer les céleris. Et donc là, tu te rends au supermarché et tu achètes tout. Et sans un pourquoi clair, tu iras essayer tous ces produits, plusieurs qui ne sont pas en alignement avec tes besoins. Tu vas te retrouver avec tout ça dans les mains, ne pas savoir qu'est-ce qui va s'appliquer réellement à ta situation, à toi. Tu vas perdre du temps et de l'argent parce qu'il y a de ces techniques-là qui ne fonctionneront pas avec ta réalité avec toi, à ta réalité à toi, tes valeurs, et donc tu vas avoir perdu temps et argent. Mais si ton pourquoi dans cette situation-là, c'est de toujours choisir les options santé et ce qui est bon pour ton corps, eh bien, tu sais déjà que tu choisiras seulement le céleri et le lait d'avoine. Tu ne perdras pas ton temps et ton argent avec le reste à acheter aussi les Oreos et les M&M et essayer ces techniques qui sont dans la métaphore associées à ceci avant même que la personne dise à quoi sert le Oreo ou comment l'appliquer ou c'est quoi. Tu sais déjà que tu ne l'appliqueras pas parce que ça n'est pas aligné avec ton pourquoi tu fais les choses. C'est pourquoi il faut faire attention de juger nos opportunités en lien avec notre pourquoi. Parce que des désalignements trop fréquents font perdre la confiance de nos fans, de nos adeptes. C'est ce qui est arrivé avec Volkswagen. Par exemple, c'était dans les années 60 la voiture du peuple, hein, dans la période hippie, là, le fameux symbole de la van Volkswagen avec le signe hippie et tout coloré avec plein de peintures dessus, c'était le symbole du peuple, la voiture du peuple. Et quand ils se sont mis à lancer une voiture de luxe pour pouvoir compétitionner avec d'autres marques, ça ne faisait aucun sens. Personne ne l'a acheté. Personne ne croyait que Volkswagen était crédible en vendant des voitures de luxe. Ça, c'est différent si on revient à la comparaison entre Apple et Dell. Ben, Dell n'a juste aucun pourquoi. Ils n'ont pas de why. Ils ne font que vendre des ordinateurs. Il n'y a pas de raison derrière ça. Par contre, Volkswagen, il avait le why. Le why, c'était de créer les voitures pour le peuple. Et là, ils ont été en l'encontre de leur why et c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Évidemment, la compagnie fonctionne bien aujourd'hui. Ils n'ont pas fait faillite ou quoi que ce soit. Mais c'est pour dire que si on va trop souvent à l'encontre de notre why, qu'on voit des signes de dollars, on voit des signes d'euros, on saisit une opportunité que pour l'argent et on se compromet pour ça, eh bien là, ça crée des problèmes à long terme. Ensuite, quelque chose d'autre de très important, réalisation versus succès. Ce n'est pas la même chose d'avoir du succès versus d'avoir réalisé quelque chose. Avoir réalisé, achevé, atteint un but n'est pas synonyme de succès. Il n'est pas rare d'entendre que des gens qui ont bâti les plus grandes entreprises ou gagné des millions ne sont pas satisfaits de leur vie. Ils se sentent vides, ils se sentent seuls, ils sont en dépression même. C'est parce que le succès réside dans la poursuite de notre pourquoi. Une poursuite, c'est quelque chose qui n'est jamais terminé. Au jour le jour, on est ancré dans notre pourquoi et on le poursuit et c'est ça qui nous rend heureux, c'est ça qui nous fait sentir qu'on a du succès. Les réalisations, ce qu'on a réussi à achever, ce ne sont que des indicateurs qu'on est sur la bonne voie, mais il n'y a pas de destination, on n'a pas un chiffre à atteindre ou on n'a pas un produit à créer et ensuite c'est terminé. Le pourquoi ne se termine jamais. Et c'est pourquoi le plus grand défi, c'est le succès en tant que tel, c'est d'avoir du succès. Ça, c'est un autre graphique que j'ai pris dans le livre. Donc, on a à la verticale les profits ou l'argent et on a à l'horizontale le temps. Et au début, les deux sont bien alignés, le pourquoi et le quoi. Pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on offre et c'est bien aligné avec ça. Et avec le temps, quand on va aller chercher plus de profits ou il y a plus d'opportunités qui se pointent à nous, parfois, on va aller compromettre nos valeurs, compromettre notre mission, compromettre notre pourquoi pour faire plus d'argent. Et là, le why, le pourquoi va se perdre avec le temps. Il a donné l'exemple de Walmart, justement,
Sam Walton, qui était le propriétaire, à sa mort, eh bien, Walmart a fini par perdre un peu le pourquoi il faisait les choses. Parce qu'au début, M. Walton, son but, c'était de redonner à la communauté. C'était son why, son pourquoi, c'était un sentiment d'entraide. Il faisait beaucoup pour la communauté et comment il le faisait, c'est en offrant des bas prix pour que la communauté puisse se permettre d'acheter des choses sans se ruiner. Il redonnait à la communauté. Et quand il est mort, eh bien, les nouveaux patrons, ils ne se sont concentrés que sur le comment offrir les plus bas prix. Ils ont commencé à se battre avec les fournisseurs pour faire baisser les prix, avoir des meilleurs deals, se battre même avec leurs employés pour leur offrir des salaires plus bas et couper sur les dépenses ici et là. Et finalement, c'est devenu que à propos du prix et pas à propos de l'entraide et de la communauté qui était le pourquoi avant. Donc là, tu pourrais me dire, oui, mais Walmart, ça existe encore, c'est une énorme entreprise, ils n'ont pas fait faillite, donc en quoi est-ce que c'est un bon exemple? Oui, mais ils ont été leur propre frein, ils ont été leur propre ennemi. Ils auraient pu être encore plus loin que ce qu'ils sont en ce moment s'ils avaient gardé leur pourquoi. Depuis ce temps-là, il y a des entreprises comme Costco qui ont eu une croissance beaucoup plus fulgurante que Walmart parce qu'ils ont un pourquoi qui est beaucoup plus ancré en ce moment que Walmart là. Donc, trouver son pourquoi, ce n'est pas nécessairement l'étape la plus difficile, c'est de le maintenir, d'y croire, de le respirer, de garder la balance, d'être authentique, de ne pas l'oublier et de ne jamais le compromettre parce qu'avec le temps, forcément, il y aura des bâtons dans les roues, des opportunités qui vont se présenter où on va avoir des choix à prendre. Est-ce que je compromets mon pourquoi? Est-ce que je compromets mes valeurs? Est-ce que je compromets ma mission pour pouvoir atteindre de plus haut niveau? Mais ça, c'est le danger, c'est que peut-être tu vas l'atteindre le plus haut niveau, mais ça va être le début de ta descente aux enfers. Ça va être le début de la descente parce que tu vas perdre la confiance, perdre la loyauté, perdre ton étoile que tu suivais qui faisait en sorte que tu aimes ce que tu fais. Justement, tu vas en venir à devenir déprimé, à te dire « J'ai eu tout ce succès-là, tout cet argent-là, mais je ne comprends pas pourquoi je me sens vide, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas heureux. » Eh bien, c'est un peu la conclusion de tout ça. Si tu te sens déprimé, que tu as l'impression de ne plus être passionné, d'avoir perdu le sens de direction dans ta vie, dans tes projets, dans ton business, la solution, c'est de trouver ton pourquoi, le remettre au centre de tout, bien le communiquer à ton audience, bien le communiquer à tes clients. Et là, ça va être un retour vers le haut. Tu vas pouvoir être sur une bonne trajectoire. Si tu as aimé ce résumé, je te propose d'aller chercher mon guide business en ligne gratuit. C'est le premier lien dans la description. Je te montre justement ma mission qui est de exercer le business en ligne selon ta passion, selon des valeurs de générosité, de patience, d'authenticité et tout ça. Si tu veux apprendre à le faire et que tu comprends qu'un business en ligne, ça ne se bâtit pas en quelques semaines, que tu ne feras pas des millions après 1 an ou 2, que tu ne feras même pas de l'argent tout de suite, mais que sur le long terme, tu peux bâtir de quelque chose qui va être significatif, qui va pouvoir aider les autres et que tu vas pouvoir avoir de l'argent et de la compensation éventuellement, mais que le plus important, c'est de donner de soi, de partager son expertise, d'aider les autres, de transmettre sa passion, d'inspirer les autres. Eh bien, tu vas beaucoup aider mon guide business en ligne gratuit parce qu'il est différent des autres. Je ne te donne pas seulement des stratégies pour faire de l'argent et des tactiques et tout ça. Je te donne une formule sur le long terme pour pouvoir bâtir un business en ligne qui va aider beaucoup de gens à long terme. Donc, tu peux aller le chercher, premier lien dans la description. Ça me fait bien plaisir de te l'offrir. Et évidemment, tu peux t'offrir t'abonner à ma chaîne pour pouvoir avoir tous mes prochains résumés de livres. J'en ai déjà fait une 20aine et j'en ferai certainement beaucoup d'autres dans le futur. Donc, si tu en veux d'autres, abonne-toi et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.